Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Très heureux de vous retrouver. Au programme de ce numéro 127, on va évidemment parler du 17e Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le Chang International Circuit en Thaïlande. J'espère que vous avez prévu votre imperméable parce qu'il a pas mal plu ce week-end. Et pour parler de ce GP cette semaine, Ophélie est avec moi. Salut Ophélie, comment ça va ? Salut Olivier, ça va. Maintenant que la déception de dimanche est redescendue, ça va mieux. Et toi ? Oui, bah écoute, ça va très bien. Pareil, on a eu le temps de sécher depuis dimanche. En tout cas, on commence comme d'habitude avec le gagnant de notre petit jeu. Et cette semaine, c'est Romain qui va recevoir des goodies maison de C'est qui en pôle. Si vous voulez crâner avec des dessous de verre et des stickers de la maison, venez participer sur Twitter à notre concours. C'est à chaque week-end de course. Tout de suite, sans plus attendre, on passe aux news. Et il n'y a pas foultitude de nouvelles du paddock cette semaine. À signaler tout de même un point mercato. Ophélie, tu nous en dis un petit peu plus. On a Dominique Agarter qui est tenant du titre en Super Sport, qui passe en Superbike mondial chez Yamaha GRT cette année. Et on a en Moto 2 Navarro qui part en Superbike. C'est les deux seuls changements mercato qu'on a notés depuis la dernière course. C'était pas fou en termes de mouvement. Non, c'est clair. Et en MotoGP, on a Nagashima qui remplace Nakagami du coup sur la Honda pour ce week-end de Thaïlande. Voilà. Et autour du paddock, il y a un peu plus d'infos, mais évidemment on en reparlera en débrief de fin de saison. L'arrivée au calendrier de l'Inde, du coup c'est officiel pour l'année prochaine, et du coup le calendrier provisoire 2023 est complet. Alors du coup ce sera sans Aragon visiblement, mais avec l'Inde et le Kazakhstan du coup. Mais bon, on va pas trop se prononcer là-dessus. Je pense que vous savez déjà à peu près ce qu'on en pense. De toute façon, on en a suffisamment parlé, évoqué ça sur Twitter et sur le Discord aussi. Donc voilà, on va se retrouver en fin de saison pour reparler de tout ça à 3 ou 4, même au complet, espérons-le. Je vous propose de passer au résumé du coup sans plus attendre, au résumé de la Moto 3. Alors Ophélie, c'était une course sur sec et relativement tranquille en Thaïlande. Izan Guevara, pour juste la petite info, pointe en tête du championnat avant la course et compte pas moins de 45 points d'avance, mais il va devoir passer par la Q1. En effet, du coup, cette course Moto 3, tout d'abord avec les qualifs en Q1, on retrouve Felon. Il est dans le coin, il se fait sa petite apparition annuelle. Guevara et Furusato qui passent en Q2. Et en Q2, on a Foggia qui prend la pole. C'est la 3e pole de Foggia en Moto 3 cette saison. Suivi de Mazia et Sasaki. Et côté pilote qui joue potentiellement le championnat, on retrouve Guevara qui partira 11e, Garcia en 7e position, et on a Felon, le français, qui est à la 15e position. Donc, c'est pas trop mal comme qualif. Passer en Q2, c'est déjà bien. C'est ça. Et côté course, du coup, c'était une course relativement calme en Moto 3 avec un très bon départ de Foggia, Nepa et Mazia. C'était avant l'averse apocalyptique qu'on a pu avoir sur le reste des courses. Dans le premier tour, on a Adrian Fernandez qui commet une bonne erreur, qui se satellise avec un gros high side et dans lequel il embarque Garcia, et donc la 2e place de Garcia au championnat. On a Garcia qui retente de repartir sur la course, qui repart, qui nous fait un petit arrêt au stand pour repartir et qui finalement abandonnera avant la fin de la course. Donc c'est une grosse perte pour lui au championnat, cette course et cette erreur de Fernandez, qui d'ailleurs se prend un long lap pour Phillip Island.
Et derrière, pour la course, on a Foggia qui garde la tête tout le long de la course. Il est impérial sur cette course. Il est suivi de 6 pilotes qui sont Sasaki, Munoz, Rossi, Morera, Massia et Suzuki. Donc, comme d'habitude en Moto3, c'est le jeu des chaises musicales. On se double, c'est moi qui te double et je te redouble. Ça bouge pas. Foggia garde le lead de la course. Et on a Sasaki qui a un petit coup de folie, qui attaque Foggia en pensant pouvoir prendre la tête, mais qui réussit pas et qui finit... pas rester dans sa roue jusqu'à la fin de la course. Donc c'est relativement calme comme course puisqu'on observe sur les derniers tours seulement pas mal d'erreurs et de mouvements dans les pilotes qui ont composé le top 6 depuis le début de cette course, principalement Massia, Munoz et Morera, qui du coup sortent tous du top 6. Et c'est évidemment sans grande surprise Foggia qui passe la ligne d'arrivée en tête, suivi de Sasaki et Riccardo Rossi. Ces deux derniers qui s'étaient bataillés la deuxième place jusqu'au dernier virage. Et on a pour finir qui viennent compléter le top 10 Nepa, Guevara, Migno, Morera, Masi, Munoz et Yamanaka. Donc c'était relativement calme comme course, rien de fou. Après, à noter que Foggia a fait une course assez impressionnante par son rythme et sa régularité. Et au classement, on a donc Guevara qui est toujours en tête avec 265 points, Foggia 216 points, Garcia 209 et Felon, pour dire un petit mot sur le français, qui pointe à la 25e place avec 11 points. Et alors du coup, est-ce que je te propose qu'on commence par parler de Guevara, parce que c'était lui qui était du coup en tête de championnat. Est-ce que tu l'as trouvé en gestion Comment te l'as trouvé ? Alors moi je pense que les conditions ont fait que c'était pas fou pour eux. Il y a eu pas mal de choix de pneus qui ont posé des soucis aux pilotes. Ouais. Il me semble qu'il fait partie du groupe qui a choisi de partir en médium, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vérifié les allocations de pneus, mais c'est ce que j'ai en tête. Et je pense qu'il a joué de manière à préserver ses points au championnat et pas prendre de risques. Et on le voit par ses résultats. Il a pas fini bien loin non plus du podium. Il a fini 5e, donc pour moi c'était raisonnable comme course et c'est ce qu'il fallait faire parce qu'il y a un championnat en jeu et que s'il veut gagner, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc. Oui, et puis il a quand même un petit matelas, donc ce serait con de tout foutre par terre, c'est le cas de le dire, en forçant trop et puis en cherchant à aller devant alors qu'il n'a pas le rythme pour. Donc oui, clairement, beaucoup de maturité de la part de ce jeune pilote. Je dis jeune parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, évidemment. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre là-dessus ? Oui, moi je voulais faire un petit blague sur la chute de Fernandez qui tente un nouveau truc. Du coup, il se catapulte sur un autre pilote, hein, donc 10 sur 10 de style pour cette chute qui est assez rigolote. Alors on se permet, hein, parce qu'il n'y a pas de bobo, mais voilà, c'était quand même une image assez... Ouais, c'était assez impressionnant. Flippante sur le moment, mais quand on voit qu'ils vont mieux, qu'ils vont bien, on se dit ça va. C'était juste une bonne figure de style. Heureusement, il n'y a pas de blessés encore une fois, mais c'est tellement rare que moi ça m'a un peu laissé bouche bée. Ouais, moi aussi. Enfin, je trouvais ça assez impressionnant de le voir tomber sur un autre pilote, puis au final, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ah oui, parce qu'ils sont empaqués à ce moment-là, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a vraiment choisi le pire moment pour tomber en Moto 3. Il s'est dit, allez, c'est le départ, on est empaqué, on y va. Mais et au final, cette chute qui n'a aucun sens pose aussi problème à Garcia parce que Garcia qui a rien demandé, il finit 100 points au final. D'ailleurs, c'était assez drôle de voir que Garcia avait un tour de retard et allait quand même dans le groupe, donc pas dans les 6 premiers, mais dans le groupe suivant. Et qui risquait un drapeau noir. Je voyais pas trop l'intérêt pour lui de repartir si c'était pour faire ça, parce que suffisait qu'il double un pilote et il se tapait un drapeau noir. C'était un peu... j'ai trouvé le move un peu nul. Pour lui, c'était un peu un risque inconsidéré, sachant qu'il est encore dans les points et mathématiquement, il a la possibilité de gagner. Donc, Absolument, il est à 56 points de retard sur Guevara, Sergio Garcia. C'est ça. Donc on rappelle 25 points par victoire, donc il y a potentiellement 75 points
à distribuer ce qui est le max possible. Alors, on va pas se mentir, ça va être compliqué d'aller chercher Guevara, surtout quand on voit comment il gère ses week-ends où il a juste le championnat à gérer et qui sait qu'il a pas le rythme pour gagner. On va pas dire que c'est gagné pour Guevara, mais c'est quand même, ça sent très bon pour lui. Ouais, c'est clair. Après, Foggia est quand même dans une bonne dynamique. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais ça serait mérité, vu la saison qu'il fait, Guevara, ça serait compréhensible qu'il gagne. Absolument. Et Foggia, du coup, après cette course, qui a 216 points, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça fait, pour voir la diff, ça fait 49 points de retard. Donc, à 2 victoires et 2 chutes de Guevara, 2 victoires de Foggia et 2 chutes de Guevara, Foggia repasserait devant. Alors, ça fait beaucoup de si, évidemment. Mais voilà, rien n'est joué encore complètement en Moto 3. J'avais noté aussi que Munoz était encore aux avant-postes. Ça devient une habitude. Il va falloir concrétiser maintenant encore un peu plus, mais c'est intéressant de le voir encore devant. Ouais, c'est clair. Enfin, on le répète à chaque débrief, mais Munoz, il est vraiment impressionnant. Il est vraiment impressionnant. Moi, c'est un des pilotes sur lequel je garde un œil parce que je trouve ça fou, son arrivée en Moto 3 et ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire dès qu'il est là, quand il se bourre pas, évidemment, parce que c'est soit il est aux avant-postes, soit il finit dans le gravier. Mais ouais, c'était vraiment chouette à voir. Et Moreira aussi, je trouve que Moreira a eu une évolution dans la saison. Les deux sont vraiment impériales, je trouve. Après, c'est dommage qu'en fin de course, ils aient commis des erreurs comme ils l'ont fait, parce qu'ils auraient pu aller gratter un peu plus haut que ce qu'ils ont eu sur la fin de course. C'est vrai. Mais c'est vrai, voilà, pas de mais, totalement, complètement d'accord avec ça. Munoz qui est, malgré son arrivée tardive, entre guillemets, dans le championnat, est 13e au championnat, ce qui est assez ouf. Ce qui est assez dingo, quand même, ouais. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la Moto 3 ? Ouais, bon, tu vas y parler de McPhee qui est encore tombé, mais je suis pas sûr que ça mérite... Ça c'est mérite pas une encore information, c'est pas une info. Ah, c'est moche. Mais non, c'est pas une info. Donc on va passer à la Moto 2. Je te laisse enchaîner avec la Moto 2. Ça marche. Côté Moto 2, on retrouve en Q1 Vietti, Kubo et Boben-Schneider qui passeront en Q2. Et en Q2, on retrouve Chantra qui fera la pole. C'est la première pole pour Chantra à domicile. Suivi de Arbolino et Ayogura. Donc retenez bien ces noms parce qu'ils vont faire parler pendant la course. Course plutôt mouvementée due aux conditions météo. On est passé d'une course à peu près tenable en Moto 3 à l'apocalypse en Moto 2, puisque dès l'installation des pilotes sur la grille de départ, on annonce une course sur piste mouillée. Donc on rajoute, c'est le process indiqué dans le règlement, on rajoute 5 minutes de plus sur la grille au team pour changer de pneus, et on réduit la course à 16 tours. Donc c'est pas forcément pour plaire aux pilotes, mais vu l'averse qui se passe au moment de l'installation, c'est la chose la plus raisonnable. On assiste également à une chose un peu particulière, c'est les pilotes qui doivent partir des stands, qui en l'occurrence sont Arenas, Dalla Porta et Gonzalez, puisqu'il est interdit au règlement de travailler sur la machine lorsqu'il reste 2 minutes avant le départ. Donc ils n'ont pas pu changer les pneus suffisamment vite pour qu'ils puissent partir depuis la grille. Donc évidemment, c'est un handicap pour eux sur ce départ. Et lorsqu'on lance le départ sous la pluie avec une visibilité vraiment pas dingue, on a un énorme départ de Ayogura, Arbolino et Chantra. Vu les images, on se demande si c'est une course de moto ou de jet ski vu que l'eau que ça soulève. Ça donne des images assez impressionnantes. On a également Bobier qui s'élance plutôt bien, qui se hisse à la 3e position dès le début de la course, mais dû à l'eau et au risque d'aquaplaning, il finit par chuter, ce qui est assez dommage vu ce que le pilote est capable de faire quand il est sur une bonne lancée. Et c'est son 6e résultat blanc de la saison, pour info.
Et côté course, on a l'averse qui reste toujours aussi intense et les pilotes qui roulent sur des œufs. On a Chantra qui est très à l'aise sous la pluie et c'est l'occasion pour lui de briller à domicile. Il est suivi de Lopez, Salak, Dixon et Oyogura. Mais Chantra, encore une fois, grâce ou à cause de la pluie, finit pendant le deuxième tour au sol. Ça laisse l'opportunité à Lopez de prendre la tête de la course, suivi de Canet, qui est gentiment accompagné de Dixon. Canet, qu'on a l'habitude de voir à la bataille quand il en est capable, qui est remonté de 15 positions depuis le départ, va attaquer Lopez et s'installe en tête. On observe également le pilote qu'on voit moins en tête de course, c'est Salak, qui a fait un très bon début de course et qui remonte facilement sur les pilotes de tête. Il vient par la suite prendre le commandement de la course. Et malgré la pluie, les pilotes ont quand même un rythme plutôt pas dégueu, puisqu'on a Arbolino qui est dans une très bonne lancée, qui décide de remonter les pilotes un à un pour se caler dans la route Salak, qui lui fait une erreur 9 tours avant la fin de la course et qui permet à Arbolino de le dépasser. Et Arbolino a bien choisi son moment, puisque au moment où il le dépasse et s'installe sur la tête de la course, le drapeau rouge pointe le bout de son nez et on annonce que la course est arrêtée. Les pilotes sont donc obligés de retourner dans les stands et on dit aux pilotes que la course va repartir avec le classement du tour complet suivant, ce qui a donné une scène assez cocasse de la course qui s'arrête et d'Arbolino qui fait non de la tête et avec sa main pour dire qu'il veut pas que ça s'arrête. Il est pas bête, le garçon, il a compris qu'il avait une capacité de gagner, donc il avait envie d'y aller. Et on nous a bien fait attendre une bonne demi-heure, si je dis pas de bêtises, entre cet arrêt de la course et le potentiellement nouveau départ. Et idem pour les pilotes qui ont attendu un certain temps dans les stands. Et finalement, on annonce aux pilotes qu'on repartira pas. Annonce que nous, on a pu voir d'une manière un peu cocasse, puisqu'on nous annonce pas que la course repartira pas, mais on voit Fabio Quartararo qui va parler à Arbolino et Arbolino qui exulte de joie sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et il s'avère que la course arrêtée prend en compte le classement du dernier tour, du tour durant lequel s'arrête la course et pas le tour complet précédent, ce qui est un peu ce qu'on parlait en off, un peu étrange par rapport au règlement et ce qu'on nous a habitués, mais bon, le règlement, encore une fois, si on commence à débattre, on n'a pas fini. Et c'est donc Arbolino qui remporte ce Grand Prix de Thaïlande en Moto 2, suivi de Salak et Canet, qu'on a pu voir tous les trois se rouler de joie dans la boue. Et ce qui donne au classement général du championnat Fernandez avec 238 points qui lui a fini 7e de la course, Ayogura 6e sur cette course avec 237 points, Canet avec 185 points et Vietti qui est en perdition totale depuis quelques courses avec 165 points. Bah, il a pas l'air de savoir rouler sous la pluie, le pauvre Vietti. En Italie, il n'y a pas de pluie, hein, les typhons. C'est pas le seul. Hein. Genre, on va enchaîner d'ailleurs parce que je trouve. Alors, c'est vrai qu'il est tombé des trombes. Alors, moi, il m'est venu du coup une autre réflexion que je vais dire tout à l'heure. Mais la première réflexion que je me suis faite, c'est quand même bizarre ces pilotes qui savent pas rouler sur le mouillé. Surtout que là, il y a des GP qui vont arriver où c'est la mousson, hein, globalement, mousse à lait. Le Japon nous a déjà habitués à avoir des trompes de flotte. Au Mans aussi, hein, mine de rien, ça pleut quand même assez régulièrement. Va peut-être falloir apprendre à rouler sur le mouillé, hein, pour être encore plus fort que tout le monde et à pouvoir grappiller des points quand les autres y arrivent pas. Ça va peut-être être un thème d'entraînement à venir pour les pilotes. On en reparlera peut-être aussi en MotoGP de cette réflexion-là, mais voilà, à mon avis, il y a quelque chose à creuser. C'est vrai que la piste était pas très praticable, hein. Enfin, j'avais rarement vu des trompes d'eau aussi énormes au départ, mais voilà, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je suis assez d'accord. Pareil, j'allais faire le rapprochement avec la MotoGP, mais on en parlera plus dans le débrief du Grand Prix. Ouais. Mais oui, en effet, j'ai peu de souvenirs de courses aussi j'allais dire humide, mais oui, c'est le terme en même temps, de recouverte d'eau et de pistes recouvertes d'eau, à part à Silverstone il y a quelques années, et course qui n'a finalement pas roulé. Et c'est ce qu'ont pas mal répété les commentateurs, les speakers de la course, c'est que ça les faisait penser à Silverstone et qu'ils se posaient la question d'arrêter la course.
Après, en effet, les pilotes, c'est tout rien. T'as ces pilotes qui savent rouler sous la pluie, ceux qui savent pas, et c'est à se demander si même ils ont eu l'occasion de rouler sous des conditions pareilles, ce qui est assez étonnant parce que en Moto 2, ils ont quand même une petite carrière derrière eux, et il y a rarement une saison seule où il n'y a pas de pluie. Enfin, j'ai pas cette info en tête, mais ça me paraîtrait improbable que sur une saison entière, il y ait pas, ou au moins sur des essais, ils aient pas eu de la pluie. Après, en effet, on est dans un pays où on n'est pas loin du Japon, où il y a eu un typhon il y a quelques semaines, juste avant le Grand Prix, donc fallait évidemment s'attendre à des averses, et la question se pose aussi d'organiser des Grands Prix à cette période dans ces endroits, alors qu'on sait que c'est compliqué. Mais ça dépend ce qu'on veut, c'est-à-dire où on se dit que la moto c'est fait pour rouler sur le sec, et dans ce cas-là, soit on n'organise pas effectivement de GP dans les endroits où il y a de la mousson, là en octobre où ça pleut, comme c'est étonnant, il pleut en Thaïlande en octobre, ou même au Japon. Bon là on a eu de la chance au dernier GP du Japon, il a pas flotté tant que ça. Soit on assume le fait qu'il va pleuvoir, et on prévoit les dispositifs techniques pour éviter que ça annule des courses. Je pense au bitume, parce que très clairement là en Thaïlande, et on va aussi le voir tout à l'heure en GP, mais il y avait à un moment des endroits où il y avait de la flotte, des tas de flotte, et d'autres endroits du circuit où ça séchait beaucoup plus rapidement, et du coup on avait une grande inégalité en fait du grip sur le circuit. Et quand il pleut des trompes d'eau, alors quand il pleut des trompes d'eau exceptionnelles, on peut pas faire grand chose, hein, c'est clair. S'il y avait l'équivalent de la pluie de Thaïlande au Mans, on se serait étonné. Bon là il se trouve qu'on est en Thaïlande, donc c'est pas très étonnant. Est-ce qu'il y aurait pas à faire quelque chose sur les équipements aussi, c'est-à-dire imposer du bitume drainant qui sèche plus vite? Alors je demande pas à ce qu'on chauffe le bitume pour qu'il sèche plus vite, hein. Non, on va s'éviter ça, mais... On va s'éviter ça, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à trouver, et encore une fois, avec le nombre de courses qu'il va y avoir l'année prochaine, y compris dans des pays où il va potentiellement pleuvoir beaucoup, est-ce que ce serait pas une piste d'amélioration de pilotage et d'entraînement pour les pilotes? Voilà. Donc ça fait beaucoup de réflexions, voilà, d'un coup, mais voilà toutes ces questions que m'ont apporté ce GP de Moto 2. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que après, de toute façon, on va pas demander à avoir des courses qui soient ni sous la pluie, ni sous une température dingue qui réchauffe la piste, parce que de toute façon, à partir de là, sinon, on va regarder le Tour de France, on se fera moins chier. Mais pardon pour le Tour de France, c'est pas gentil. Mais oui, ça pose question des infrastructures, parce que encore une fois, de la même manière qu'en Malaisie, voir une piste où d'un côté il y a de la pluie, d'un côté c'est sec, ça arrive, c'est pas choquant, mais de voir des marshals passer le balai sur la piste pour drainer l'eau. On est en MotoGP, on est quand même censé être sur le summum du développement du championnat moto. Donc avoir des gens qui passent le balai pour enlever l'eau, c'est qu'il y a un problème au niveau de la piste. Oui, surtout que les solutions techniques, elles existent. Je sais pas si, chers auditeurs, vous avez déjà roulé sur une autoroute où il y a du bitume drainant sous un trombon de flotte. C'est épatant, c'est vraiment épatant. C'est-à-dire que t'es trempé parce qu'il y a de la flotte qui tombe sur toi et qui pleut, mais par terre, il n'y a pas de flaque, c'est relativement clean, et tu roules normalement, sauf que tu t'essuies évidemment la visière tous les 500 mètres, mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui existent et qui seraient bon de mettre en place pour qu'on puisse avoir des courses qui se déroulent normalement sous la flotte, et qu'on soit pas là tout le temps reporter, faire drapeau rouge. Voilà, on devrait pouvoir rouler normalement sous la pluie en moto. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a beaucoup parlé de flotte, hein, et il y a eu au final du coup 15 minutes de course, hein, donc c'était pas la course de l'année niveau temps, niveau météo oui, mais niveau temps non, sachant que en 15 minutes il y a quand même des pilotes qui ont réussi à se faire prendre un tour, hein, ce qui est magnifique. Voilà, des Vietti, Roberts, voilà, encore une fois il y a les teams je sais rouler sous la flotte, et les teams je sais pas rouler du tout sous la flotte. Ouais, c'est clair.
Moi, il se trouve que j'étais dans la deuxième team il y a quelques années et l'an dernier, avec des copains, on a roulé dans le Morvan. Alors là, le Morvan, c'est un peu la Thaïlande en fait. Tu sais que tu vas à l'ascension, mais il va pleuvoir. Et là, ça a pas loupé. On s'est tapé une semaine de flotte, mais n'empêche que j'ai appris à rouler sous la pluie et on s'est quand même amusé, ce qui est ce qui est assez étonnant. Voilà. T'aurais peut-être fait mieux que certains pilotes sur le Grand Prix, du coup. Alors non, probablement pas, mais le secret, chers auditeurs, si vous roulez, c'est de garder les pneus chauds. Il faut pas laisser les pneus refroidir, en fait. Et dès que les pneus sont froids, on parle sur route, évidemment, donc dès que les pneus sont froids, on a l'impression d'être sur du verglas. Donc le secret, c'est d'accélérer fort en ligne et de freiner fort en ligne pour garder les pneus à peu près chauds et normalement, ça roule tout seul. Modulo évidemment le bitume qui peut parfois être être inégal selon les routes, mais voilà les petites techniques, c'était l'occasion d'en parler. On va passer à la MotoGP, du coup si on a plus on va encore parler du temps qu'il fait en MotoGP évidemment, mais je te propose de passer à la MotoGP. Avec plaisir. En tête de Q1, Marc Marquez et Miguel Oliveira, du coup, qui se qualifient pour la Q2. À noter qu'aucune Aprilia ne sera qualifiée pour la Q2 et que c'était sec un samedi après-midi pour les qualifs. Bien que ça soit sec, on a quand même eu une pole assez inattendue parce que c'est Bezzecchi qui claque la meilleure pendule ce week-end, suivi par Martin et Bagnaia. Putain, je vais me faire engueuler. Fabio Quartararo, il est pas mal, il est 4e, suivi juste derrière par Zarco. Faut savoir que Bezzecchi du coup signe est le 10e poleman différent de la saison, un record historique depuis 1974 depuis que les poles sont enregistrés, et c'est la 13e pole du constructeur Ducati, record pour eux en GP et 37e GP consécutif avec un pilote Ducati en première ligne. Voilà. Petite domination Ducati, c'est pas très étonnant, mais on va voir comment ça va se passer sous la pluie. Et oui, parce que le départ de la course est reporté en raison de la flotte, et puis finalement il y aura que quelques minutes de retard. C'est le départ de coup qui est donné, et Zarco fait un départ catastrophique, mais encore pire de Fabio qui dégringole tout de suite à la 18e place. Oui, vous avez bien entendu, 18e place, qui a deux doigts d'ailleurs de se bourrer en sortant large d'un des virages dès le premier tour. En revanche, bon départ du poleman, de Bagnaia et de Miller également. Une course pure flotte dans la première moitié où on voit vite les pilotes à l'aise dans ces conditions. Bezzecchi, en tout cas, lui, il a pas l'air embêté. Miller et Oliveira non plus. Le pilote KTM, d'ailleurs, signe les meilleurs tours en course au tout début des hostilités. Bezzecchi est donc bien parti, mais va devoir laisser repasser Miller car il a coupé le fromage dans le tout premier virage du premier tour, et quelques instants plus tard, le coéquipier de la VR46, Marini, chute. Au 6e tour, Oliveira est remonté 2e à 6/10 de Miller. Son rythme est dingo, d'autant qu'on sait que Miller est à l'aise sur le mouillé. Le poleman, lui, Bezzecchi, lui, accuse un peu le coup et retombe à la 5e place derrière Marc Marquez. Oliveira, toujours lui, réussira à prendre la tête à mi-course environ. À ce stade, Zarco est quand même remonté à la 5e place. La piste sèche petit à petit car il pleut beaucoup moins tout d'un coup. Fabio, lui, hélas, il reste 18e derrière Cal Crutchlow. La piste sèche, disais-je, c'est pas facile à dire ça. Et le quatuor de tête est toujours composé de Oliveira, Miller, et un peu plus loin derrière, on a Bagnaia et Marquez, Marc, de son prénom. On sent que Bagnaia n'est pas complètement à l'aise sur le séchant. Il est 3e, vous allez me dire, c'est pas dégueu. Mais il se fait quand même coller le derche par Marc Marquez. Et à 6 tours de l'arrivée, Zarco revient comme un boulet de canon, sur ses petits camarades. Marquez le voit, tente de passer Pecco en se disant que ça va être serré pour lui, mais rate un peu sa trage. Zarco en profite pour remonter sur l'Espagnol et va réussir à le doubler quelques virages plus tard avec un dépassement dont il a le secret. Et c'est là que vient la polémique. Zarco revient sur Bagnaia et on espère tous le podium. Finalement, il ne réussira pas à passer l'Italien. Classement final, victoire d'Oliveira, 2e victoire de la saison pour Miguel Oliveira, sous la pluie d'ailleurs encore. Miller 2e, Bagnaia complète le podium, Zarco est 4e, les frères Marquez sont 5 et 6e, Morbi top 10 et Fabio est 17e grâce à la diligence de Crutchlow qui le laisse passer dans le tout dernier tour.
Au championnat, ça donne Quartararo toujours en tête, mais Leto se resserre avec 219 points et Bagnaia qui est derrière avec 217 points, donc 2 petits points juste. Et Espargaro complète le podium au championnat provisoire avec 199 points. Alors Ophélie, ce que je te propose, c'est qu'on commence par aborder tout de suite le point le plus gros de la semaine, hein, ce que tu as appelé le Zarco-gate carrément. Je te laisse ouvrir le débat. Le fameux. Oui, du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la course, on a pu assister à une remontée assez folle de Zarco qui avait qui avait un meilleur rythme que les pilotes de tête, clairement. Et on a tous eu espoir, bon chauvin français que nous sommes, de voir Zarco aller déloger Pecco et Miller, voir pourquoi pas Oliveira, mais pas trop rêver non plus. Je suis pas sûre qu'il avait le rythme pour. Et, parce qu'il était quand même rapide, Oliveira, là, dimanche. Ouais, t'avais un gap de 2,4, je crois, un truc comme ça à la fin. Et on avait espoir au moins de le voir sur le podium. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on s'est répété les 3 derniers tours de la fin. Et on l'a vu bouchonner derrière Pecco. Ce qui nous a permis d'avoir la lumière sur officiellement les consignes de course données par Ducati, qui sont si vous jouez le podium, allez-y. Mais si c'est juste des places d'honneur, faites en sorte que Pecco gagne les points et puisse gagner le championnat. Ce qui peut se comprendre puisqu'ils attendent une victoire du côté de Ducati d'un pilote de pistoneur, donc ça commence à faire un moment. Mais ça a quand même créé une énorme polémique puisque les bons Français que nous sommes, on adore râler et on s'est dit c'est pas possible, il peut pas faire ça, quel drame. On n'est pas du tout des drama queens en plus, c'est bien. Non, c'est clair. Et donc ça a donné toute cette polémique qu'on a depuis 2 jours qui a valu à Zarco sur les réseaux, ce que moi je trouve relativement inadmissible, un flot d'insultes. Ah non, pas relativement inadmissible, complètement inadmissible. Hein. N'ayons pas peur des mots. Pardon, je t'ai coupé, mais non, t'inquiète, t'as bien c'est raison. pas relativement inadmissible. Hein, je trouve. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est normal. Moi, je trouve ça dingue. C'est comme le fait de siffler un pilote, ça me dépasse. Mais le fait d'insulter un pilote puisqu'il a pris une décision de son plein gré sur une course, c'est son choix et on peut rien y faire. Et donc Zarco, en interview post-course, a annoncé que c'était compliqué pour lui alors, doubler Marquez, c'était déjà tendu, et que doubler Pecco, il fallait vraiment qu'il reste sur la seule ligne possible pour laquelle c'était, et que c'était prendre le risque soit de se bourrer, soit de faire tomber Pecco, et qu'il n'aurait pas forcément apprécié son podium, ce qu'on peut comprendre derrière. Nous, je pense qu'il y avait une grosse déception juste de pas le voir finir sur ce podium alors qu'on savait qu'il avait le rythme et que c'est un risque qu'on aurait aimé le voir prendre. Et je pense que, moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est la lumière qui a été faite sur les consignes de course au sein du team Ducati, puisque je suis en train de faire un monologue dessus, mais ça fait 3 jours qu'on en parle. Ouais. C'est le fait qu'on se retrouve depuis quelques courses à avoir Ducati qui nous dit non, il n'y a pas de consigne de course, les pilotes Ducati font ce qu'ils veulent, blablabla. Pecco en interview sur Canal qui dit je veux pas qu'on m'aide, je veux absolument gagner par moi-même, sauf peut-être la dernière course s'il manque 2 points. Et derrière, on a Zarco qui nous annonce que à Misano, depuis Misano, il y a des consignes de course qui sont celles que j'ai dites un peu avant. Et moi, ce qui me pose problème, c'est absolument pas le fait qu'il y ait des consignes de course, parce que certes, je trouve ça dommage et ça me plaît pas parce que on se souvient ce que ça a pu donner dans l'avenir avec le fameux Mapping 8 qu'on connaît tous, et ce que ça implique dans d'autres sports. Je pense principalement à la F1 qui, pour moi, perd de sa saveur sur des consignes de course où le Grand Prix est un peu joué. Mais moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est le double discours de Ducati sur ces consignes de course, où on passe de non, il y en a pas, à un pilote qui est enfin honnête et qui dit qu'il y en a. Et en fait, j'ai encore l'impression qu'on nous prend pour le dindon de la farce en tant que spectateur, et même pour le reste des personnes qui sont au sein du paddock et qui n'ont pas forcément cette information. Je trouve ça un peu dommage. Alors, voilà. Il y a 2 gros sujets. Hein. Je pense que sur le sujet Ducati, communication de Ducati, consigne d'équipe, je pense qu'on va revenir plus en détail tous ensemble au débrief de saison. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce sera peut-être plus le lieu, parce qu'il y a globalement, pour rien vous cacher, chers auditeurs, il y a globalement 2 teams dans la team Shaker Paul. Il y a la team
Osef, en gros, hein, et puis la team, c'est un scandale. je grossis le trait volontairement. Il y a la team un peu mitigée quand même, de toute façon, là, c'est là et il faut faire avec, quoi. Exactement. Donc voilà, 3 teams finalement, et je pense que ce sera plus intéressant qu'on débatte entre nous, qu'on débatte clairement derrière le micro tous ensemble à l'occasion. Moi, je voulais revenir sur plus spécifiquement la polémique Zarco entre guillemets. Enfin, pour moi, il n'y a pas de polémique à avoir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de MotoGPX, hein, pour reprendre l'expression de Footix, c'est-à-dire de personnes qui suivent la moto et c'est très bien, mais qui n'ont pas l'humilité de se rendre compte qu'ils ne savent rien du tout à ce sport, en termes techniques, j'entends, en termes de course, en termes de sensations, en termes de physique, en termes de tout, quoi. Et c'est absolument scandaleux, le déferlement qu'a pris Johan Zarco ces derniers jours. Je voulais le redire, hein, parce que moi franchement on regarde pas la course pour ça, on n'est pas des fanboys, on regarde la course parce qu'on aime la moto, on respecte les pilotes, on respecte tout le monde, même s'il y a des pilotes qu'on n'aime pas, on aime bien vanner les Espargaro, hein. On est les premiers à les vanner. On les vanne mais on les insulte pas. On les vanne mais on les insulte pas, et quand ils gagnent des courses on est content pour eux. Y a pas de débat là-dessus. Et puis donner des leçons de pilotage à Zarco, faut quand même avoir des ballocs sacrément pesés quand même, hein, pour vouloir donner des leçons de pilotage à Johan. Je l'appelle par son prénom, je le connais pas, mais d'autant que je trouve que son explication a été très bien. Il a mis un peu de temps, hein, à donner les explications sur les réseaux, sur Instagram en particulier. Ceux qui connaissent un petit peu la moto, ceux qui ont déjà roulé sur piste ou pas d'ailleurs, mais ceux qui connaissent un petit peu, qui sont intéressés à la technique, le voyaient de toute façon ce qui s'était passé, et il a expliqué que c'était pas possible, qu'effectivement il avait réussi à avoir un bon rythme sur la dernière partie de la course, mais que c'était pas possible de passer Bagnaia parce que la différence de rythme était certes importante, mais il se trouve que la piste était sèche que sur un rail, et que si tu passes évidemment sur la trage, hein, le rail de la trage était un petit peu plus sec que le reste, et il suffisait que tu dépasses un petit peu ce rail pour risquer de te bourrer, ou de faire tout droit, ou de reperdre encore 3 secondes. Donc il a préféré rester derrière. Il y a sûrement un petit peu de consigne derrière aussi, dans le sens où il avait sûrement en tête qu'il allait pas prendre le risque de faire tomber son copain de Ducati, et lui faire prendre le risque de perdre le championnat pour une connerie. C'est-à-dire que lui, pour rien gagner au championnat juste pour un podium, est-ce que c'était vraiment pertinent de prendre ce risque-là ? J'en suis pas sûr. En tous les cas, s'il y avait... Je pense qu'on peut faire confiance à Johan Zarco là-dessus. S'il y avait la place, et si il le sentait techniquement pour le passer, il l'aurait passé, le passer en toute sécurité bien sûr, il l'aurait passé mais sans aucun problème, enfin je pense. Ah, mais je pense que c'est sûr que s'il avait le moyen de gagner, il y serait allé. Après, encore une fois, comme tu dis, on n'était pas sur la moto. Nous, les images qu'on a vues, on peut se poser la question de se dire, mais ça passe, pourquoi il le fait pas ? Sauf qu'encore une fois, on n'est pas sur la moto, on se rend pas compte des sensations, on se rend pas compte du grip. Mais je pense d'autant plus que quelques tours avant, c'est Marquez qui était derrière Bagnaia. Marquez, on peut pas dire que c'est le genre de pilote à se servir beaucoup de son cerveau quand il s'agit de doubler, dans le bon sens du terme. Et là, il a pas réussi à le passer non plus. Il a tenté de le faire au frein, et finalement, comme j'ai dit pendant le débrief, il est ressorti trop tard et il a perdu du temps. Il a pas retenté une deuxième fois. C'est que c'était quand même niveau grip, ça devait être velu, quoi. Voilà, essayer surtout quand c'est du séchant comme ça. Alors Zarco, on l'a vu, est très à l'aise là-dessus, mais quand on sait pas où est la limite, vouloir absolument chercher où elle est à 6 tours ou 4 tours de l'arrivée. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, encore une fois, j'ai mon point de vue sur la chose quand ça concerne les consignes de course, qui sont juste, pour le coup, on développera, comme tu disais, dans l'épisode de fin de saison.
Mais... Si tu veux en dire un mot, vas-y, parce que l'idée n'était pas de te bâillonner sur Non, clairement, dans les grandes lignes, on a eu cette discussion bien animée avec Cyril et Pierre, et je pense que le débrief de fin de saison va donner des bonnes choses sur le sujet, qu'il y aura des décibels à descendre à un moment donné, mais moi, ce qui me pose problème, en fait, je pense qu'on va dépasser le quota de gigaoctets pour poster un podcast. C'est clair. Mais c'est pas le fait qu'il y ait des consignes de course, c'est le fait que ce soit dissimulé et que ce soit sciemment un mensonge quand le team dit qu'il y en a pas et qu'ils en veulent pas ou qu'ils le feront pas, alors qu'ils ont des pilotes qui sont encore en capacité de jouer le championnat mathématiquement, même si on sait que entre Bagnaia et Miller, oui, en effet, t'as quand même Miller qui est pas si loin dans les points, qui est à la 5e position avec 159 points, et Bastianini qui est à 170 points. Donc au final, il reste 3 courses. Quand tu fais les calculs, les mecs sont encore en mesure de gagner. Donc moi, c'est ça qui me pose problème. C'est pas le fait qu'il y ait des consignes de course. Et si ça devait m'en poser, c'est uniquement, comme je disais tout à l'heure, le fait que la moto se tourne à devenir comme la F1. Mais ça, c'est pas le seul point là-dessus. Mais je trouve de plus en plus et depuis plusieurs courses, et on en parle régulièrement dans les débriefs, que la com autour de Ducati et des pilotes Ducati est mauvaise ou mal gérée à ce niveau-là. De la même manière que j'ai compris le déferlement d'énervement qu'il y a pu avoir au moment des débriefs de Zarco, puisque le débrief de Zarco qui a été fait en l'occurrence sur les antennes de Canal était fait sous le coup de la course. Je pense qu'il n'a pas eu le temps lui non plus de digérer sa course et de se poser et de faire son interview à froid. Et surtout quand on voit, entre parenthèses, c'est comme un footballeur qui répond juste après un match, il est encore essoufflé, il a encore 3 tonnes d'adrénaline par milligramme de sang, ce qui est possible, je vous garantis. Évidemment que la lucidité n'est pas à son maximum à ce moment-là, et tu fais très bien de le rappeler et faire fin de la parenthèse. Mais en plus, au-delà de ça, il a le mérite d'être honnête et le mérite de dire des choses que font pas certains pilotes. Là, en l'occurrence, je pense à Pecco dans son interview qui dit qu'il en veut pas alors qu'on sait tous que ça existe. Moi, ce qui m'a gêné sur ce débrief en termes de com, c'est aussi ce qu'on a pu prendre pour un tacle envers Bastianini quand il annonce que mis à part avec Bastianini, tout le monde s'entend bien, il y a une très bonne entente dans l'équipe. J'ai trouvé que c'était une fin de commentaire qui n'était pas vraiment utile, à part pour poser débat et pour semer de l'agitation entre les pilotes, alors que Bastianini, clairement, lui, encore une fois, il est en mesure de gagner le championnat si Pecco et Fabio et Espargaro se cassent une jambe et finissent pas les 3 courses. Avec Desi, on refait le monde, mais avec Desi, ils peuvent aussi gagner le championnat. Donc, il a raison de pas suivre des consignes de course, surtout que ça sera le coéquipier de Pecco l'année prochaine. Donc, il faut pas qu'il commence à se laisser marcher dessus sur cette fin de saison. Et il a, je pense, un manager qui est suffisamment avisé pour le conseiller de pas le faire. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai contre-coup de la course en termes de com qui était trop rapide et trop à chaud, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de réactions surdimensionnées. C'est ce qu'on voyait ce matin sur les réseaux avec des fans, je mets des gros guillemets sur fans parce que pour moi, à un moment donné, quand tu te comportes comme ça, c'est que c'est un problème, qui insulte Zarco, et pas que, parce que Fabio s'en est pris pour son grade aussi parce qu'il était en fin de classement, mais qui se filment en train de jeter leur merch Fabio, enfin pas Fabio mais Zarco. Je dis, mais quel est l'intérêt en fait, à part il faut pas être débile, il faut aussi se dire que tout ce qu'on met sur les réseaux, les pilotes les voient à un moment donné, à part donner une mauvaise impression des fans français au reste des gens qui peuvent voir ça, je vois pas l'intérêt, et c'est un manque de respect qui est assez fou pour moi, et j'espère que ça va se calmer d'ici Phillip Island, qu'on puisse avoir une course où les pilotes, où les choses sont faites de manière respectueuse comparé à ce qui se passe en ce moment, quoi. Et je pense qu'on en a encore pour une petite semaine sur le sujet. Ouais. Après, je pense qu'on peut se rassurer en se disant que les réseaux sociaux, Dieu merci, sont pas représentatifs du comportement des personnes hors réseaux sociaux et des personnes en général, tout simplement. Parce que tout le monde n'est pas sur Twitter, et même si tout le monde y était, tout le monde ne tweete pas. Et
c'est toujours les plus cons qui font beaucoup de bruit. Hein. Désolé de le dire aussi crûment, mais c'est exactement ça. Voilà, on va clôturer le débat sur le Zarkogate, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec les garçons en fin de saison. Absolument. Et je tenais encore à dire, et je le redis, que ces comportements puérils de gosses sont insupportables. Et on soutient tous les pilotes, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, contre ces cons. Voilà. On est rien du tout, hein, on est un petit podcast, mais je tenais quand même à le dire, et ça tombe bien que du coup ça soit moi qui me colle cet épisode. Passons maintenant sur le Zarkogate qui nous a occupé pendant un petit quart d'heure, et parlons de la course. On a quand même parlé de la course, hein, vous allez me dire. Tu as noté une petite déception côté Bezzecchi, Ophélie. Ouais, c'est ma première petite déception, mais en même temps, il faut aussi faire, ça va arriver à un moment donné. Enfin, c'est pas la première, mais c'est celle où vraiment j'avais beaucoup d'espoir. Parce que si vous suivez le podcast, vous pouvez savoir à quel point j'aime ce pilote et j'aime voir ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire depuis des années. Mais particulièrement pour sa première année de rookie en MotoGP, et là en l'occurrence de le voir prendre la pole position. À noter aussi quand même, petite précision, mais que c'est le deuxième rookie de la saison à prendre la pole sur le MotoGP avec Di Antonio en Italie, et c'est la première fois que ça arrive depuis 2006, saison sur laquelle on avait eu Pedrosa, Vermeulen et Stoner qui avaient pareil pour leur année de rookie pris les pôles. Donc ça c'était la petite info historique. Mais ouais, petite déception parce qu'il avait pas pris un si mauvais départ que ça. Moi j'ai eu un petit espoir, je me suis dit allez, il a fini deuxième sur une course, là il pleut, il y a des conditions un peu chiantes, pourquoi pas. En l'occurrence, il s'est quand même bouffé de devoir laisser une place, et après c'était un peu la descente aux enfers pour lui sur cette course. Il a pas fini très bien puisqu'il finit à la 16e position, donc juste devant Fabio. Donc ouais, c'était ma petite déception, et en même temps c'est une déception un peu mitigée entre guillemets, puisque c'est sa première année de rookie, c'est la première fois en MotoGP où il roule sous ces conditions, et il finit sur ses roues, donc c'est pas si dramatique que ça, alors que derrière on voit son coéquipier Marini qui est tombé et qui a fini dernier au classement. Il a fait 2 tours et il s'est vautré, donc ça aurait pu être pire. Mais oui, j'aurais aimé voir mieux, surtout vu à quel point j'étais contente de voir qu'il faisait la pole. Bah pas mieux, hein, globalement. Juste pour poursuivre sur la VR46, je la trouve étonnamment mature, cette équipe déjà. Alors c'est clair qu'ils ont une bonne moto, hein, mais on va pas se mentir, mais dans les réglages, dans les constructions des week-ends, je les trouve absolument dingos, quoi. Ils sont à un niveau incroyable. Voilà. Ils sont à 12. Et je le dis avec un enthousiasme, hein, vous avez vu. Ouais, ils sont à un niveau incroyable. Non, mais vraiment, c'est fou, quoi. Ouais, mais surtout qu'ils sont 12 et 13e au classement général, donc c'est pas si mauvais que ça, surtout pour des pilotes où c'est un team qui est assez récent quand même s'il roule avec des Ducati. Et Bezzecchi est 13e, il est devant Joan Mir, Marquez, Espargaro, Nakagami, enfin des pilotes qui sont là depuis plus longtemps. Ouais, donc, être devant Nakagami, pardon, mais c'est pas un exploit. Oui, c'est clair, être devant Nakagami, Alex Marquez et Cyril. Voilà. Alors évidemment, pour Fabio, c'était compliqué, hein, pour pas dire catastrophique. Voilà, on a confirmation que sous la pluie, il s'est pas roulé. Je dirais pas qu'il s'est pas roulé, parce qu'on a quand même eu Mandalika où il a pas eu, enfin c'était pas dégueu, quoi. Et la semaine dernière au Japon, il a fini, c'était pas dingue, mais il a fini 8e. Donc, Oui, c'est vrai, j'ai vite oublié les deux relatifs perfs où j'étais resté à ces performances sous la pluie il y a 2 ans. Donc effectivement, je me suis dit, mais il est vraiment nul. Et non, effectivement, oui, j'avais raté ces deux dernières courses sous la pluie, qui n'étaient pas mauvaises. Il a eu un petit step-up quand même sous la pluie, mais là, en l'occurrence, il s'est quand même fait
tapé par Miller en début de course, ce qui l'a complètement déporté et il s'est retrouvé en fond de peloton. Et pour remonter quand t'es en fond de peloton avec de la pluie, avec apparemment un souci de pression de pneus, alors c'est pas la première fois et je pense que les soucis de pression de pneus, Cyril se fera un plaisir d'en parler sur une autre course. Mais il y a eu des soucis techniques et de la même manière, apparemment, là, ils sont de plus en plus évasifs sur la fin de saison. Il y aurait encore apparemment un problème technique dont ils veulent pas parler. C'est déjà ce qui s'est passé au Japon où il a annoncé qu'ils avaient changé quelque chose sur la moto et que ça ne fonctionnait pas. Ils ont pas voulu dire quoi. Donc je pense que c'est quand même un mix de plein de choses et aussi de cette pluie qui était absolument dingue et sur lequel il y avait aucune visibilité. Enfin, si vous avez l'occasion de revoir la course, une partie de la course avec les images de la caméra embarquée de Fabio, en fait, tu vois rien. Enfin, t'es dans ta machine à laver, quoi. Mais je pense qu'il y a eu aussi, il l'a dit sur son Insta, le fait qu'il était quand même pas mal parti sur ce week-end et la pluie a eu l'air de l'impacter mentalement, c'est-à-dire qu'il pensait faire une belle perf parce qu'il se qualifie bien en plus, hein. Et puis il y a la pluie qui arrive, il sait que qu'il est pas au mieux sous la flotte, il y a un début de course qui est effectivement catastrophique parce qu'il se fait bousculer par Miller, que ce que j'ai pas dit d'ailleurs dans le débrief, mais à culpa, mais ouais, enfin voilà, ouais. Forza pour le GP suivant pour Fabio, quoi. Alors on va dire un petit mot quand même sur la course de Fabio qui fera plaisir à Pierre parce que ça lui tenait à cœur apparemment qu'on en parle. C'est sur le fait qu'il s'est retrouvé derrière Crutchlow pendant la course. Ouais. Crutchlow qui était plus rapide que Fabio et qui Crutchlow a fini sur les derniers tours par laisser Fabio passer en se disant que potentiellement il pourrait peut-être remonter et marquer des points. Donc la question peut également se poser de Zarco passe pas Pecco, mais du coup pourquoi Crutchlow laisse passer Fabio si on veut une équité sur la chose. On a encore une fois un avis très divers au sein du podcast. Olivier, toi je sais pas trop ce que t'en penses, tu t'es pas trop exprimé là-dessus il me semble, mais c'était important de le notifier puisque Pierre nous l'a gentiment fait remarquer et c'est relativement fair play de la part de Crutchlow et c'était à noter je trouve. Je pense que c'était du bon sens de la part de Crutchlow, plus que de la vraie consigne. Après, on n'en sait rien. Enfin, c'est compliqué d'en parler en étant complètement à l'extérieur du paddock et même de la team, même des teams. Mais je pense que Crutchlow, il s'est dit de toute façon, j'ai rien à perdre. C'est le discours du moins qu'il a eu en interview dans les débriefs et c'est le discours des journalistes qui sont au sein du paddock et qui ont un accès quand même privilégié avec Crutchlow, sachant que Crutchlow, s'il a quelque chose à dire, il ira pas se cacher s'il y a des consignes de course. Non, c'est clair, je pense qu'on peut lui faire confiance pour être honnête quand il faut et même en pousser une quand il faut. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien ce pilote, entre autres. Et que j'ai toujours aimé ce pilote et donc c'est pas aujourd'hui que je vais penser qu'il mitonne, voilà. Je vais être honnête avec vous, hein. Non, je pense que qu'est-ce qu'il s'en fout, enfin à sa place on l'aurait tous fait, quoi. Enfin, et puis en l'occurrence il y avait pas de points en jeu, enfin il y avait rien à jouer sur ce Grand Prix, que ce soit pour Crutchlow ou Fabio, donc Crutchlow on s'attendait pas à le revoir en tête. C'est comme Petrucci, on se doutait bien qu'ils allaient pas finir sur le podium, quoi. Ou alors il avait peur que en lui foutant de la flotte dans la gueule, il donne une grippe à Fabio et c'est pour ça qu'il l'a laissé passer devant en disant non mais j'ai pas envie de te filer une grippe, vas-y passe devant. C'est une hypothèse. Bon, sachant qu'il fait 35 degrés en Thaïlande, aussi, c'est pas sûr. Oui, c'est vrai. Ouais, mais jamais de cache-cou. Ouais, mais en l'occurrence, c'est la réflexion que je faisais parce que ça m'a bien fait marrer sur ce GP de Thaïlande, c'est que c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on voit Fabio avec un t-shirt sous sa combi. Il faut bien tenir la combi en place, hein. Elle s'est pas ouverte cette fois, c'est pas mal. Non, déjà. Elle s'est pas ouverte, c'est déjà pas mal, effectivement. Et peut-être mettre un kawaii sous sa combi à un moment. Un petit ciré jaune bien breton, histoire de bien rappeler qu'il est français, c'est parfait. Ce serait stylé. On va crier à l'appropriation culturelle parce qu'il est niçois, il est pas breton. Bref, il est pas comme un poisson dans l'eau. C'est voilà la blague de fin de cette séquence Fabio. Merci. On va quand même dire un mot sur Oliveira Miller parce que ils savent rouler sous la pluie pour le coup.
Mais Oliveira, ça se demandait, je sais pas, il a trouvé le mode d'emploi de la moto, mais que sous la pluie. C'est comme chez KTM, c'est ce qu'ils ont dit la semaine dernière au Japon, c'est la moto elle fonctionne, on sait pas pourquoi. Là, en l'occurrence, bon, on sait qu'Oliveira est quand même relativement fort sous la pluie, puisque c'est lui qui a gagné à Mandalika, c'est sa deuxième victoire de la saison. Mais oui, et puis comment... Binder fait un top 10 classique, j'allais dire. Enfin, pas être déconnant en plus ou en moins. Oui, il finit tout pile 10e. Ouais. Bon, par contre, ils sont pas très cool. Ils ont pas partagé avec Garner et Fernandez, puisque Garner s'est bourré et Fernandez termine 15e. Mais ouais, c'est Oliveira. Oliveira, quand il part dans ces conditions, il part devant et il est très propre. Il avait un bon écart avec les autres pilotes. Moi, je trouvais qu'il avait fait vraiment une bonne course et ça faisait plaisir de le voir comme ça. Et ça m'a rappelé que j'ai vraiment hâte de le voir rouler chez RNF parce que les Aprilia, on sait ce qu'elles valent et on sait ce qu'elles sont capables de faire cette année. Donc, à voir ce que donneront les modifications de mi-saison. Mais c'est un pilote qui a du potentiel et ça se voit quand il a une moto qui lui permet de rouler correctement. C'est clair. Et Miller, encore une belle course, encore une à la suite. Il nous fait pas le coup du chapeau, parce qu'il a pas gagné, mais mais ouais, il a trouvé son rythme là. Et puis sous la flotte, il adore ça, on le sait. Hein. Mais surtout que ça le met en confiance pour arriver à domicile dans 15 jours. Donc c'est quand même relativement chouette. Puis c'est Miller, enfin c'est toujours un bonheur de voir rouler Miller sous la pluie. Oui, son style, est ce que j'allais dire, style de trappeur là, il est fantastique quoi. C'est vraiment j'adore. Ouais, moi aussi, c'est vraiment. Puis même quand tu le vois sur le podium et faire ses célébrations, enfin juste, c'est Miller, c'est un personnage. Je pense que c'est un des pilotes quand on va le perdre, on va le perdre dans le paddock, ça va perdre de son panache les victoires, ce type de victoire. C'est clair. Espargaro qui s'est pris un long lap. Alors le long lap, t'as noté de l'enfer, mais oui, je pense que c'est bien. C'est un bon qualificatif sur ces circuits. C'est vraiment pas facile hein, pour il paraît interminable. Il paraît interminable ce long lap quand tu le vois à la télé. Donc j'imagine que pour eux sur la piste c'est pire. Je me suis fait la réflexion quand j'ai vu Honshu en Moto 3 se le prendre. Je me suis dit mais les mecs ils ont le temps de faire un détour par l'Europe avant de revenir sur la piste avec ce long lap quoi. C'est clair. Il y a peut-être un endroit où c'est sec, du coup, ils évitent la pluie et puis ils reviennent en force. Ouais. Non, mais c'est clair. Pour Aprilia, c'était un week-end un peu compliqué. Hein. Même si Vinales finit 7ème, ce qui est quand même pas dégueu. C'était pas gagné en plus de finir 7ème. Aleix finit 11. J'ai déjà oublié, donc j'exagère peut-être un peu parce que bon, c'est pas une cata. Mais bon, on s'habituait tellement à les voir devant que... c'est depuis le Japon, c'est son 3e pire résultat parce qu'il avait fini 11e aux États-Unis. Au Japon, il a fini 16e et là, à nouveau 11e, alors que sur les autres courses, il a pas fait en dessous de, si je te dis pas de bêtises, en Indonésie, parce que j'avais regardé un petit peu les résultats. En Indonésie, il finit 9e et le reste du temps, il est maximum 6e. Donc ouais, la fin de saison est moins sympa pour lui que ce qu'il a pu avoir au début de saison, mais ça ne l'empêche pas d'être 3e du championnat. Ah, ils aiment pas trop l'Asie, hein, on dirait chez Aprilia. Non, à voir en Australie ce que ça donne, mais ils ont Sepang après. Donc s'ils se partent à Sepang, il y a moyen que Bastianini vienne grappiller la 3e place du podium. C'est clair. Et puis, il faut le dire, parce que si on le dit pas, on va se faire engueuler. Le retour de Petrucci. Bon, pauvre Petrucci, Suzuki, ça a pas l'air d'être sa marque, hein, visiblement. Non. Mais voilà, il a roulé, ça nous a fait plaisir de le voir. Pour ce qu'on l'a vu, quoi. Oui, pour ce qu'on l'a vu, mais en tout cas, il a fini la course. Ouais, il a fini la course, même pas dernier. Devant Nagashima. Devant Nagashima. Devant Nagashima, Binder et Marini. Donc, il a même pas fini dernier. Par contre, il a fait toutes les séances d'essai dernier, toutes les qualifs derniers, si je me dis pas de bêtises. Je crois en Q1, il est à 3 secondes, je crois, de la tête. Et je crois que c'est les FP3 ou FP4, il finit devant Binder, mais c'est son meilleur résultat du week-end en termes d'essai. Après, après, c'est ce qu'il a dit, et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, il a dit maintenant, je suis un vieux gros homme, j'ai plus les conditions pour ça. Donc, je pense qu'il fait bien de rester en moto américaine et de pas revenir.
Ouais, peut-être qu'il roule trop sur enduro aussi. Ouais, puis il est plus habitué aux vraies courses avec des vrais graviers, des vrais Marshall. Il s'est dit, oh là, trop de sécurité pour moi, je comprends pas ce qui se passe. C'est quoi ces échappatoires de 25 mètres là, ça va pas du tout. Il devrait y avoir de l'herbe là. Non, mais du coup il perd des repères, hein. C'est pas. Ouais. Mais en tout cas, c'était chouette de le voir. Enfin, Petrucci, c'est quand même un pilote qui est très agréable à voir rouler, et même en tant que personnage. Enfin, pour moi, c'est la livrée de l'époque de Crutchlow, Rossi, etc. Des pilotes qui sont très agréables à voir et qui donnent du vrai charme. Des bons gars. Exactement. C'est ça. On n'a pas dit que Morbi a fait top 10, ce qui est pas gentil du tout. Je pense que tu peux. Mais non, Morbidelli, il est 13e. Ah non, il a fait. Je confonds avec les qualifs. Pardon. Il a fait top 13, ce qui est sans doute son meilleur résultat de la saison. Non, il a fini 11e Qatar et 7e en Indonésie. Donc, ouais. Mais après, oui, par contre, il me semble que c'est son meilleur résultat depuis l'Indonésie, quoi. Bah écoutez, c'est tout pour nous, hein. C'était une transition pas terrible, mais voilà, c'est tout pour nous. Pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP, et le prochain GP, c'est à Phillip Island, le 16 octobre. Voilà, donc préparez encore vos réveils, hein, parce qu'il va y avoir encore un petit peu de décalage. Voilà, Ophélie, merci beaucoup. Merci Olivier. Voilà, c'est tout pour nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur Discord, Twitter, Facebook, évidemment. Bonne semaine à tous d'ici le GP de Phillip Island, portez-vous bien et ciao.